21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Bonsoir. L'odyssée de l'Aquarius qui provoque une crise avec l'Italie. Kim, Trump, une poignée de main historique et une grande page qui se tourne. Une journée sans cheminots contre une loi ferroviaire presque votée. C'est dans Tout est politique sur France Info. Jusqu'à 22h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT avec nos invités. Bonsoir Danielle Simonet. Bonsoir. Vous êtes oratrice de la France Insoumise, conseillère de Paris et vous êtes quelque part un peu candidate aussi au municipal. Je proposerai ma candidature à la France Insoumise. Très chic. Bonsoir aussi à vous Philippe Gosselin et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains de la Manche. On va parler de ce qui se passe dans votre formation politique également ce soir. Aujourd'hui, Jean-François Aquili. Voilà. Avec nous à nos côtés également, bonsoir à vous Erwan Balanant. Bonsoir. Vous êtes député du Modem du Finistère. Et à mes côtés, mon complice Jean-Jérôme Bertolus. Bonsoir Jean-Jérôme. Bonsoir Jean-François. Chef du service politique de France Info. Vos réactions sur Twitter, #TEP. Mais oui, l'Aquarius divise désormais l'Europe. L'Italie ne peut accepter de recevoir des leçons hypocrites de pays qui ont toujours préféré tourner le dos quand il s'agit d'immigration. C'est ce qu'a déclaré Giuseppe Conte dans un communiqué. Le président du Conseil italien a répondu aux critiques d'Emmanuel Macron qui a dénoncé ce matin au Conseil des ministres la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien qui a refusé, vous le savez, d'accueillir l'Aquarius avec 629 migrants à son bord. C'est le respect du droit international, a même ajouté le chef de l'État qui a salué le geste de l'Espagne qui va accueillir donc ce navire de l'association SOS Méditerranée, propos relayés à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui à leur tour ont interpellé l'Italie. Le gouvernement italien a choisi de ne pas respecter des obligations internationales qui s'imposent à elle en matière de sécurité des personnes. Je pointe ce non-respect. L'Espagne a indiqué qu'elle était prête à accueillir ce bateau. Nous en sommes heureux. Et je vous dis, monsieur le député, que nous sommes évidemment prêts à aider les autorités espagnoles. Nous demandons solennellement aux autorités italiennes de revoir leur point de vue et d'accueillir, parce qu'il est près de chez eux, les réfugiés qui sont sur ce bateau et qui attendent leur accueil. Merci. Danielle Simonet, la France a raison de faire ainsi la leçon à l'Italie. Alors déjà, elle réagit, mais elle réagit un peu tard, parce qu'elle aurait pu réagir plus tôt. Et la France a aussi des côtes en Méditerranée, donc la France aurait pu aussi proposer d'accueillir l'Aquarius. La Corse, la Corse d'ailleurs, les nationalistes corses d'ailleurs oui. ont proposé, et vraiment il faut saluer leur intervention. Mais vraiment, c'est l'Espagne qui sauve l'honneur de l'humanité. C'est totalement inacceptable que l'Italie se soit permise ainsi de remettre en cause le droit international et qui leur fait obligation. On a un bateau avec plus de 629 hommes, femmes en situation d'errance, dont la vie est en danger. Le devoir était de les accueillir. Erwan Balanant, c'est une crise avec l'Italie qui s'ouvre. Je vous rappelle que c'est quand même l'un des membres fondateurs de l'Union européenne. Non, je pense pas que ça soit une crise. Enfin, j'espère que tout ça va se régler. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y avait une urgence sanitaire et une urgence de fortune de mer quasiment. Donc il fallait que l'Italie fasse ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant, c'était accueillir ces bateaux-là. Maintenant, on a un vrai problème qui est un problème que l'Italie ne peut pas non plus, par sa proximité, être tout le temps le point d'arrivée d'un certain nombre de ces situations. Donc il faut travailler sans doute, moi je le pense, à revoir déjà tout ça assez cohérent sur la question de Dublin. Il faut revoir Dublin. Tout le monde dit ça depuis des semaines. Mais tout le monde le dit, mais sauf que justement, là il y a une affirmation du président, du Premier ministre et du gouvernement de dire il faut qu'on travaille ce règlement qui aujourd'hui
et effectivement n'est pas tenable. Mais on n'est pas obligé de le respecter. On n'est pas obligé de respecter les accords de Dublin. La France, la France insoumise, on a compris que vous ne vouliez pas respecter grand-chose. Non, mais là, ça n'a rien à voir avec les accords de Dublin. Ils ne sont pas encore sur le sol européen. Voilà, en plus. Mais voilà, si on veut être carré. Donc c'est pas lié. Certes, mais je signale juste qu'avec la loi asile-immigration, eh bien, hélas, on tourne le dos au devoir d'accueil, au devoir. Rassurez-vous, sur ce point-là, on va être d'accord. Donc on s'en bat en 2 minutes, mais vous pas allez encore. Être d'accord, vous, mais moi, je ne serais pas d'accord sur une position qui est une position plus équilibrée, il me semble. Attendez, vous connaissez pas ma position, donc peut-être vous étonner. Mais non, justement. Mais non. Non, moi, je suis pour une maîtrise de l'immigration, un droit d'asile sans doute un peu plus restrictif que vous. Très bien. Et je l'assume parfaitement. Je considère par ailleurs qu'il n'est pas sérieux de confier uniquement aux pays d'arrivée, c'est-à-dire l'Italie, la Grèce, le plus souvent, l'unique responsabilité, dans le cadre des accords de Dublin et de la Convention Dublin, etc., l'unique responsabilité de la gestion. Mais là, il ne s'agit pas de gérer des déboutés du droit d'asile, il s'agit d'assurer une mission d'assistance à personnes en danger. Tout à fait. Et je le dis très clairement, au droit international. Aujourd'hui, nous, collectivement, et la France a une vraie responsabilité, n'assumons pas l'assistance à humanité en danger. Et je trouve très gonflé, je le dis comme je le pense, cette façon de procéder de la France qui renvoie l'Italie devant ses responsabilités, qui gentiment va donner une aide, laquelle, entre parenthèses, à l'Espagne, alors que nous aussi, Français, aurions pu accueillir, je ne dis pas qu'il fallait leur donner le droit d'asile, ça c'est un autre débat, mais au moins accueillir pour des raisons humanitaires ces enfants, ces vieillards, ces jeunes, parce qu'on ne laisse pas ainsi sur la Méditerranée. Vous êtes en désaccord avec Éric Ciotti, qui a indiqué position de fermeté. Je l'assume. On va l'écouter un instant. Je l'assume. Et un petit mot quand même. C'est vrai que la France s'est tue pendant 36 heures. C'est vrai qu'au sein de la majorité, il y a eu quand même des interrogations sur ce silence. Et d'autre part, on dit il faut se retourner vers l'Europe. Le problème, c'est que l'Europe travaille et que l'Europe échoue. Mais au jour le jour, en ce moment, à réformer effectivement le règlement de Dublin, comme à mettre en œuvre de nouveaux quotas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça sera sûrement au menu du prochain Conseil européen dans une dizaine de jours. Allez, on va poursuivre sur ce sujet à 21h10 sur France Info. L'info avec vous, Pierrick Bonneau. On connaît désormais son âge et son pays de naissance, mais toujours pas ses motivations. Un homme de 26 ans a retenu pendant près de 4 heures ce soir 2 personnes dans les locaux d'une régie publicitaire dans le 10e arrondissement de Paris, rue des Petites Écuries. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Les 2 otages sont sains et saufs. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration, violence avec arme et tentative d'homicide volontaire. Des questions également ce soir après le tête-à-tête historique entre Donald Trump et Kim Jong-un et la signature de ce document de 2 pages entre le président américain et le leader nord-coréen, un texte sans percée majeure sur le devenir de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. Trump assure que le processus de dénucléarisation de la péninsule pourrait commencer très rapidement, mais la formulation de la déclaration commune reste très vague. À la sortie du Conseil des ministres, ce midi, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie. Selon le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, Rome déroge au droit international en refusant d'accueillir l'Aquarius et ses centaines de migrants. Réponse du président du Conseil italien Giuseppe Conte, l'Italie n'accepte pas de recevoir des leçons hypocrites de la France en matière d'immigration. 17 raffineries et dépôts de carburant toujours bloqués par les agriculteurs. Ce soir, un de plus qu'hier, au 2e jour du mouvement contre l'importation de produits agricoles qui ne respectent pas les normes françaises. Et le blocus va continuer selon la présidente de la FNSEA. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Alors nous l'évoquions à l'instant, Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, réclame lui une sorte de fermeté extrême à l'égard des navires qui transportent des migrants. On l'écoute. Il y a trop de migrants et il y a trop de migrants en situation irrégulière. Quelqu'un qui est arrivé en Europe de façon illégale n'a pas vocation à rester en Europe. C'est ma position en France et je comprends qu'il y ait la même position en Italie. Donc vouloir expulser ceux qui sont en situation irrégulière me paraît de la part d'un gouvernement démocratique légitime. Et on devrait le faire en France. C'est ce que vous proposez d'ailleurs. Ce que ne fait pas le gouvernement actuel. Alors Éric Ciotti sur CNews avec Jean-Pierre Elkabbach. Philippe Gosselin, d'accord, pas d'accord avec votre
camarade républicain? Écoutez, je suis d'accord avec lui quand il dit que la France ne peut pas en gros accueillir toute la misère du monde. Ça a été dit par d'autres avant lui, avec d'autres couleurs politiques. Rocard, il faut toujours préciser la suite de la phrase. Mais quand même, mais il n'empêche, aujourd'hui, il y a bien une question migratoire qui se pose et il me paraît logique que les États essaient de se protéger, d'avoir un certain nombre de règles. Je ne suis pas en désaccord là-dessus. Et il faut une politique ferme. Mais là, ce n'est pas le sujet. La question n'est pas de savoir si on va accorder le droit d'asile ou pas à ces naufragés qui sont sur un bateau d'une ONG. Et la question est de savoir si on les secourt. Et je maintiens bien que ne pas les secourir, ne pas les accueillir, c'est une atteinte à l'humanité en danger. J'assume totalement ce point de vue. Erwan, donc la France est gonflée, je vais jusqu'au bout. La France est gonflée par la voix du président de la République de faire silence radio pendant 36 heures, à l'exception de la Corse, et d'accuser l'Italie de ne pas faire son job. Je trouve que c'est plus compliqué que cela. Vous avez posé le débat. D'ailleurs, dans la majorité, vous savez, ce matin, il y avait aussi une réunion de groupe qui a duré et qui était assez houleuse. Erwan Balanant, que répondez-vous à ce que dit Philippe Gosselin sur cette France qu'en accord qui aurait du retard à l'allumage? Il n'y a pas eu de retard à l'allumage. Il y avait un bateau qui était à 20 000 nautiques des côtes italiennes. 20 000 nautiques, c'est peu, c'est près, c'est à côté. La logique était qu'il aille sur ses côtes. Les Italiens ont refusé. J'imagine qu'il y a eu un certain nombre de prises de contact entre les différentes autorités pour régler cette question. À un moment donné, les Italiens étant complètement fermés, c'est à ce moment-là qu'il y a une réaction française qui dit cela n'est pas tolérable. Entre-temps, les Espagnols acceptent d'accueillir ce bateau. Voilà. Mais je pense qu'il faut déconnecter ce point, qui est un point dramatique, une situation dramatique, de l'ensemble du sujet. L'ensemble du sujet, il doit être traité de façon globale. On a un vrai sujet et un sujet sur lequel je pense qu'il faudrait qu'on essaye d'avoir un consensus. Parce que dans le fond, nous sommes tous à peu près d'accord que nous ne pouvons pas laisser ces situations humanitaires désastreuse perdurer. Sauf que la France n'a rien dit pendant 36 ans. La France, par son silence, par son silence, a d'abord été complice du Premier ministre d'extrême droite d'Italie, qui n'a pas respecté le droit international, qui fait obligation de sauvetage en mer, même en temps de guerre. Voilà. Donc l'Italie et Malte ont méprisé le droit international. C'est ce que dit Emmanuel Macron, le Premier ministre, le gouvernement et la majorité des députés. Je voudrais vous interpeller sur un autre cas qui a lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons monsieur Moussa Camara, homosexuel guinéen, qui est menacé d'expulsion et qui vient d'être condamné à 2 ans de prison et 2 ans d'interdiction sur le territoire français, qui risque jusqu'à 3 ans de prison dans son pays. Il faut savoir qu'il a fui la Guinée parce que justement, il a été témoin de son compagnon qui est mort, brûlé vif, et il sait qu'il avait des menaces de mort. Voilà comment est-ce qu'on... voilà le sort que l'on réserve, nous, pays des droits de l'homme. Voilà la façon dont on ne respecte pas le droit d'asile aujourd'hui. Qu'avez-vous à dire à cela sur ce cas? On n'est pas sur le même sujet. C'est 2 sujets complètement différents. Mais je vous interpelle aussi sur ce sujet. Si vous me permettez, je vais reprendre la main parce que je suis le type qui présente l'émission, là, qui essaie de mettre un peu d'ordre dans vos discussions. Mais si vous êtes... Bon, je peux partir si vous voulez. Non, il faut toujours... Mais le cas est concret et date d'aujourd'hui. Donc j'aimerais... Daniel Simonet. Mais je le sors aussi aujourd'hui parce que la décision de la condamnation à 2 mois de prison, voilà, elle Daniel date Simonet, vous faites bien, je vous le dis sincèrement, vous faites bien de sortir ce cas ce soir, c'est un cas réel. Nous allons nous pencher dessus, nous, à la rédaction, pour voir de quoi il en ressort. Comprenez que ce soir, c'est très difficile pour nous de nous exprimer sur un cas dont nous ne savons ni les tenants ni les aboutissants, mais je salue votre geste ce soir, vous avez raison. Pour ce qui est du cas de la migration, du cas général de la migration, j'aimerais entendre votre avis, Daniel Simonet. Est-ce qu'une politique migratoire à échelle continentale, est-ce qu'elle doit être portes ouvertes? Est-ce qu'on doit accueillir non-stop toutes les personnes qui décident de migrer vers l'Europe? Parce que c'est un sujet qui va concerner les décennies à venir. C'est la question. Alors, en fait, dans cette question, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on avait le dispositif Mare Nostrum, où on était là pour venir en aide et pour, justement, essayer de sauver. Vous savez, le nombre de morts en Méditerranée est catastrophique. Voilà, la Méditerranée est en train de se transformer en véritable cimetière. 3000 estimés.
Donc on ne sait pas en réel, d'accord ? C'est vraiment la situation est encore plus catastrophique que ça. Et vous avez aussi la route migratoire vers les Alpes qui cet hiver, à mon avis, a été aussi terrible. On a transformé ce dispositif-là par Frontex en renforçant une Europe forteresse au lieu d'être une Europe qui protège. Maintenant, évidemment, qu'il y a la question d'agir sur les causes des migrations. Tant qu'on continuera à la fois les politiques de libre-échange d'un côté et qu'on tournera le dos à une politique en faveur de la paix, eh bien on se retrouvera. Donc il faut agir sur les causes migratoires. Ça ne suffit pas. Là, ce que l'on ne fait pas, parce qu'au contraire, on les aggrave. Juste un petit mot. Il faut sûrement agir sur les causes, mais en même temps, c'est à moyen et long terme. Là, le cas italien, c'est aujourd'hui. Et surtout, ça va être demain. Oui. On a aujourd'hui un exécutif en Italie qui va mettre en œuvre ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il ne veut plus de migrants qui arrivent en Italie. Ce qui est vrai, c'est que l'Italie a pu se sentir ces dernières années humiliée par la politique européenne, par les Européens, mais aujourd'hui, effectivement, ce gouvernement proche de l'extrême droite va mettre en œuvre ces menaces. Ça veut dire ne plus recevoir. Il va y avoir d'autres bateaux qui vont être refusés. Il faut quand même voir que le ministre de l'Intérieur a tweeté « victoire » quand effectivement le bateau a été dérouté. Et d'autre part, ils ont prévu d'expulser 500 000 migrants. Donc on va voir, Giuseppe Conte, le président du Conseil, est à Paris vendredi. En tout cas, il y a urgence, mais urgence absolue, y compris par rapport à ce que vous rappeliez, c'est que la mer Méditerranée devient un vaste cimetière, à ce que les Européens s'entendent. Et pour l'instant, ça démontre absolument que les Européens n'ont jamais été aussi éloignés des uns des autres. Et Daniel Simon, les épisodes de l'année dernière et des 18 derniers mois, l'accueil par l'Allemagne sans trop se préoccuper de ses partenaires, les comptes à bon compte avec la Turquie pour organiser des camps, etc. Mais je trouve qu'il y a effectivement l'argent de l'Union européenne sur la Turquie. Il y a une indigence. L'argent de l'Union européenne sur la Turquie. Il y a une indigence des positions européennes et ça se paye aujourd'hui et on n'a pas fini de le payer, donc il faut de la fermeté et pas non, il faut pas que de la fermeté. Il n'y a pas que de la fermeté. Il y a aussi l'idée de se mettre ensemble autour de la table pour avancer et arrêter de se rejeter la faute d'un pays à l'autre. Ça paraît un peu naïf de le dire, mais il va falloir que quelqu'un dise à un moment donné, il faut une politique migratoire européenne. On peut même imaginer un corps européen de garde nautique pour régler ce problème et pour tout ça, ça s'appelait Frontex. Frontex n'a toujours pas assez de moyens. Donc ça s'appelait Mare Nostrum pour leur venir en aide. 21h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Pierrick Bonneau. La France est prête à aider l'Espagne pour accueillir des migrants. Promesse du Premier ministre Édouard Philippe, alors que l'Aquarius est toujours bloqué en Méditerranée avec plus de 600 migrants à son bord. Depuis hier, Madrid se propose d'accueillir le navire, mais il n'a toujours pas bougé. Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, invite dans les prochains jours à Paris ses homologues italiens et espagnols pour, je cite, approfondir le dialogue sur les questions migratoires. Paris salue dans le même temps une première étape après la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, un événement significatif selon le porte-parole du gouvernement. Benjamin Griveaux ajoute que leur déclaration commune doit permettre des progrès dans la sécurité et la stabilité de la péninsule coréenne. Une grosse opération de police ce soir pour mettre un terme à une prise d'otage dans le 10e arrondissement de Paris. Un homme de 26 ans a été interpellé. Ces deux otages sont sains et saufs et on ignore toujours les motivations du forcené. Les syndicats de la SNCF n'ont pas réussi à faire décoller le taux de grévistes aujourd'hui pour ce 29e jour de mobilisation contre la réforme ferroviaire. Avant l'adoption définitive du texte au Parlement d'ici la fin de la semaine, la direction recense un peu moins de 18% de grévistes, dont 53% des conducteurs. Les cheminots qui ont bloqué tout à l'heure le pont de Normandie entre Le Havre et Honfleur pendant 2 heures environ. Ils ont déployé une banderole pour défendre le service public ferroviaire. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Alors l'excellent Pierrick Bonneau le rappelait à l'instant, c'est le grand événement planétaire de la semaine, voire plus, la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, qui a mis un terme à 65 années de guerre froide. Et oui, la fin de la guerre de Corée remonte aux accords de 1900, c'est une trêve d'ailleurs, 1953. Principale annonce dans le document signé entre les deux présidents, qui avaient l'air de s'apprécier d'ailleurs, une dénucléarisation complète
de la péninsule coréenne. Donald Trump, court extrait. Ah, n'entendons pas donc le message de Donald Trump. Je rappelle donc qu'il y a eu cette fameuse poignée de main. Le président des États-Unis, d'ailleurs un spécialiste du genre. Est-ce que, d'après vous, Daniel Simonet, le monde va mieux aujourd'hui ? Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que pour la région nord-coréenne, cet accord-là est extrêmement important. Je pense qu'on peut aussi saluer le travail en faveur de la paix qui a été fait par les responsables de la Corée du Sud, hein, qui ont depuis longtemps essayé d'œuvrer à cela. Mais en même temps, là où je dis c'est pas forcément un bon signe d'envoi. Ce qui est pas un bon signe envoyé, c'est que quand dans le même temps, M. Trump a remis unilatéralement en cause l'accord iranien, le signe qu'il peut envoyer, c'est que finalement, faut un rapport de force pour qu'un petit pays comme la Corée du Nord puisse avoir cet accord avec les États-Unis. Enfin, attention, il faut absolument faire primer oui, bien sûr, mais enfin, excusez-moi, il faut absolument s'appuyer sur le droit international en faveur de la paix. Après, je pense aussi que derrière tout cela, il y a aussi une façon pour les Coréens de faire un peu un pied de nez respectif à la Chine et les USA et de montrer qu'ils sont en capacité d'engager ce genre de force. Mais en tous les cas, il faut absolument se dire que plus que jamais, il faut défendre le droit international au service de la paix pour que le signe envoyé ne soit pas « allez-y dans le rapport de force pour vous faire respecter les États-Unis ». Ça fait trois générations que Kim s'attelle à la nucléarisation. Donc voilà, il récupère petit pays qui a aujourd'hui visiblement des capacités nucléaires et petit pays, on a parfois tendance à l'oublier, dans lequel des personnes souffrent d'une vraie dictature. C'est quelque chose qu'on a parfois un petit peu tendance à oublier dans cette espèce de jeu là. Moi j'ai l'impression que sur cette situation, Trump s'est lancé dans une partie de dames avec Kim, alors qu'en réalité, ce qui se joue, c'est une partie de go, c'est une partie d'occupation du territoire et une partie diplomatique bien plus complexe. Vous parlez de Kim, de la Corée du Nord, qui se serait un petit peu écartée de la Russie et de la Chine par là et aurait montré les muscles. J'ai plutôt l'impression que derrière cela, il y a des ficelles tirées par les Russes et par la Chine pour arriver à quelque chose. Donc moi je me méfie, c'est pas un coup, je me méfie énormément, c'est pas un coup à un coup. Derrière ça, c'est bien plus complexe et j'ai bien peur que Trump se fasse un petit peu avoir là dans cette histoire. Moi je suis pas sûr qu'il se fasse avoir. En tout cas, le signal, je suis entièrement d'accord, le signal d'avoir deux pays qui depuis si longtemps sont en guerre, sont en conflit, c'est positif. Bien sûr. Voilà, Philippe Gosselin, Trump a été plus aimable avec Kim qu'avec le G7. Je crois que justement, il faut relier les deux affaires. Ils sont avec Macron ou d'autres, ou Trudeau. Mais je crois qu'il faut relier effectivement les deux événements. Et depuis son élection, Trump a pris ses distances avec le continent européen. Il y a une réorientation de la politique américaine qui est très nette, qui revient. Elle a déjà été très longtemps sur l'Asie, mais elle revient sur l'Asie au détriment de l'Europe. En gros, le partenaire privilégié ou la zone géographique privilégiée, c'est l'Asie. Et pourquoi ? Parce que c'est aussi bordant le Pacifique et qu'il y a des enjeux énormes dans le Pacifique. Bien sûr la Chine, bien sûr la Russie, etc. Donc en gros, c'est tout cela la démonstration que l'Europe, en réalité, pèse peu dans le regard de Trump, mais au-delà de ça, ça nous oblige, nous, sans doute, à renforcer notre structuration européenne. Jean-Jérôme Bertolus, c'est deux éléments qu'il faut avoir ensemble. Aussi de faire le lien avec le G7, puisque Donald Trump l'a fait lui-même, mais il l'a fait en disant j'ai été ferme au G7 pour montrer aujourd'hui que l'Amérique est prête à faire un bras de fer et pour le montrer aujourd'hui aux Nord-Coréens. Un tout petit mot quand même par rapport à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. On n'était pas juste dans un sommet international un peu éthéré ou même un peu mis en scène.
on était, il y a un an, au moins dans les mots, mais avec ces deux présidents un tout petit peu fantasques, pas seulement dans les mots, à deux doigts d'une guerre nucléaire. Donc moi, je prends une poignée de main, je la prends. Et je pense que les Asiatiques, effectivement, les Coréens la prennent, mais le monde entier la prend. C'est déjà énorme. On verra après. Hein. Maintenant vu l'impétuosité et parfois les surréactions de Trump, moi je me méfie. Vraiment, j'espère qu'effectivement qu'il y a une vraie avancée, mais le président coréen est pas mal non plus. Il est de ce côté-là. Les deux larrons, c'est pour ça que ça a marché. Si vous le permettez, on marque une pause. On aura un sujet beaucoup plus difficile que Kim Trump. On aura Wauquiez et Calmels. Ah oui, c'est de la haute diplomatie, Jean-François Killy. Juste après la dénucléarisation et les infos sur France Info. À tout de suite. Bonsoir à tous, on va surveiller ce soir et la nuit prochaine ce fort cumul de précipitations sur le sud-ouest. On attend jusqu'à 100 mm d'ici demain à la mi-journée sur ces régions du sud-ouest, d'où cette vigilance orange, pluie, inondation, mais également des orages assez violents pour ce soir, cette nuit sur le centre-est, sur la région Rhône-Alpes. Pour demain matin, c'est la bonne nouvelle, on a le retour de l'anticyclone qui va vraiment assécher petit à petit la masse d'air, même si on garde encore ces pluies assez soutenues, abondantes sur le sud de la Garonne. Et en cours de journée, les éclaircies qui vont vraiment gagner du terrain par l'ouest. On aura un ciel assez nuageux du centre jusqu'à l'Alsace. Et puis ce développement orageux, cette instabilité orageuse qu'on retrouve notamment sur les Alpes et sur l'île de Beauté. Pour ce qui concerne les températures, eh bien pour demain matin, elles sont de plus en plus fraîches, notamment sur la moitié nord, avec 11 degrés seulement pour Paris, 14 à Strasbourg, 17 à Marseille et 18 du côté de Perpignan. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une. La fin de cette prise d'otage dans le 10e arrondissement de Paris. Cet après-midi, un homme armé s'est retranché dans une agence de publicité avec plusieurs personnes. Il a ce soir été interpellé et les otages sont sains et saufs. Aurélie Schiller et Stéphanie Pérez. L'homme était retranché dans cet immeuble du 10e arrondissement de Paris. Les policiers qui le cernaient sont intervenus peu avant 20 h. L'assaut a été donné alors qu'il négociait depuis plusieurs heures avec le forcené. L'homme a pénétré dans le bâtiment peu avant 16 h. Plusieurs entreprises y ont leur bureau. Violent, il a d'abord frappé un occupant de l'immeuble et l'a aspergé d'essence. Celui-ci est parvenu à sortir. Il a été pris en charge par les secours et entendu aussitôt par les enquêteurs. La suite des événements est encore confuse. Le forcené se retranche dans les bureaux d'une société de communication. Il affirme avoir plusieurs otages et détenir une bombe et même un complice. Rien de confirmé. Une équipe de déminage était prête à intervenir. Les pompiers avaient aussi mobilisé ce robot spécialisé dans la reconnaissance de terrains incertains. Le forcené donc a finalement été interpellé. Les otages seraient tous en bonne santé. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur les motivations du preneur d'otages? Sur place, on retrouve notre envoyé spécial Mathieu Rapès. Le preneur d'otages a été placé en garde à vue. Il serait âgé d'une vingtaine d'années, de nationalité marocaine. Il n'est pas fiché S selon la police et ses motivations sont encore floues pour le moment. Il aurait demandé pendant la prise d'otage à être mis en relation avec l'ambassade d'Iran. Mais on parle d'incohérence, voire d'une personne déséquilibrée. En tout cas, il s'agit d'une affaire de droit commun. La préfecture de police a ouvert une enquête pour séquestration et tentative d'homicide volontaire. Une enquête confiée au 2e district de la police judiciaire de Paris. Autre titre ce soir, toujours et encore, les caprices de la météo. Ce soir, regardez cette carte, 18 départements sont en alerte orange aux orages et aux inondations. Soyez prudents. Au chapitre social, la grève à la SNCF continue. L'occasion de faire un point sur vos prévisions de trafic. Regardez, comptez 2 TGV sur 3 demain, 1 TER sur 2, 3 Transiliens sur 5 et 1 Intercité sur 2.
Et puis à l'étranger, une poignée de main pour l'histoire. Donald Trump et Kim Jong-un côte à côte. Les deux dirigeants se sont rencontrés la nuit dernière à Singapour. À la clé, la signature d'une déclaration commune, mais le texte reste très vague, y compris sur le calendrier. Et on en reparle bien sûr dans moins d'une demi-heure, dans le 22h minuit. C'est avec Julien Benedetto. Bonsoir Julien. Bonsoir Clémence. On y reviendra justement dans notre séquence Un œil sur le monde avec Agnès Varamian. On sera en direct de Washington. Pour le reste du programme, regardez, juste après votre journal, je recevrai Pierre Henry, le directeur de France Terre d'Asile, dénonce l'attitude de la France dans la crise des migrants et notamment l'affaire de l'Aquarius. Il nous dira pourquoi. Le journal de la culture, signé comme chaque mardi Isabelle Layer. Et puis vos rendez-vous habituels, le Vu, la chronique sport avec la journée des Bleus en Russie. En deuxième partie de soirée, l'interview écho et notre traditionnelle revue de presse. À tout à l'heure, on vous attend nombreux. À tout à l'heure. – 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. La deuxième partie de Tout est politique sur France Info avec nos invités. Danielle Simonet, oratrice de la France Insoumise et conseillère de Paris, candidate bientôt aux municipales parisiennes en 2020, on a le temps. Avec Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche. Tiens, on va parler de vous dans un instant. Avec Erwan Balanant, député Modem, Mouvement démocrate du Finistère. Et mon complice Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info. Alors, c'est vrai que l'atmosphère est plutôt, on va dire, un petit peu tendue au bureau politique des Républicains. Virginie Calmels conteste les prises de position européennes de Laurent Wauquiez. Alors, il y a eu cette histoire de tract. La numéro 2 estime que le président de LR aurait dû consulter la direction du parti avant la diffusion de ce document intitulé « Pour que la France reste la France ». Laurent Wauquiez lui a reproché sa démarche personnel. Je zappe quelques épisodes parce que ce serait un petit peu vain. On a quand même envie de discuter entre nous. S'agit-il d'un début de fronde? Écoutez ce que Damien Abad, votre invité tout à l'heure sur France Info, Jean-Jérôme Bertolus, a dit de Virginie Calmels. Il s'est montré quelque peu aimable. Moi, je dis simplement une chose, c'est que quand on est dans une équipe dirigeante, il y a forcément un principe de loyauté qui s'impose à chacune et à chacun d'entre nous, et que si on est en désaccord sur tel ou tel point, on le dit d'abord en interne avant de le dire sur la place publique. Ensuite, je le redis aussi, il ne s'agit pas de crier haro sur Virginie Calmels, qui est quelqu'un qui apporte dans notre famille politique. C'est une sensibilité dont nous avons besoin et qui est tout à fait conciliable avec la ligne politique qui est portée par les Républicains. Philippe Gosselin, beaucoup de choses à dire autour de cette histoire. D'abord, première chose, Virginie Calmels, vous souhaitez qu'elle reste chez les Républicains et dites-nous franchement ce qui se passe. Mais bien sûr, écoutez, si vous avez toutes les clés, vous pouvez m'en donner quelques-unes, je vous en donnerai, on comparera, on additionnera, etc. Bon, la situation est évidemment un petit peu compliquée, mais elle n'est pas non plus outre mesure compliquée. Moi, je pense que Virginie Calmels a évidemment toute sa place parce que aux Républicains, on doit maintenir cette diversité. Il y a une ligne politique qui est aujourd'hui celle de Laurent Wauquiez. Il a la légitimité de son élection, 75%. Ça vous dites celle de Laurent Wauquiez, hein. Oui, celle de Laurent Wauquiez. Il a été élu comme président de notre mouvement. Il fallait au mois de décembre qu'on ait un chef qui soit capable de nous représenter. J'ai pas de problème avec ça. Et on avait besoin de visibilité. Et Laurent Wauquiez incarné au sens premier, littéral du terme, au il sens vous plaît le tract, carné. Non, attendez, j'y viens. Oui. Il incarne la direction du parti. Il fallait, et il y avait besoin de rassurer les militants qui sont restés fidèles et on peut les remercier. Mais il y a bien un deuxième temps. Le deuxième temps, c'est aussi de parler à l'ensemble de nos concitoyens. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a quelques questions qui se posent. La diversité au sein des LR, elle doit continuer à exister. Tous les centristes ne sont pas partis chez Macron. On a encore des gens qui sont dans les starting blocks, qui se posent des questions, mais on va essayer de ne pas les décourager. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on aurait tort absolument d'être en conflit, être en frontal permanent avec ce que fait Macron ou d'autres. Je crois qu'on a besoin. Pardon, j'ai fait un choix tout à fait spécifique. Le tract qui dit notamment, je l'ai sous les yeux, il n'y a jamais eu autant d'immigrés. Est-ce que ce tract, vous le validez ? Je ne l'ai pas distribué le week-end dernier parce que je n'étais pas en phase avec un certain nombre d'éléments internes à ce tract. Je n'ai pas de
problème avec un slogan qui nous dit la France doit rester la France. J'ai pas de souci. J'assume totalement le fait d'être français, fier des drapeaux tricolores, de l'écharpe que je ceins régulièrement. Et on se doit, dans un parti moderne, de parler d'immigration, d'asile, etc. Ce n'est pas un souci. En revanche, ce genre de propos, effectivement, d'abord, ne correspond pas tout à fait à la réalité. Premier point. Si on ramène à d'autres stats, bien sûr. Je n'apprécie pas non plus les prises de position sur les fichiers S qui devraient être placés en rétention. On les place pendant combien de temps et quand et où? Pour moi, ça n'a pas de sens dans un état de droit, ce qui n'empêche pas d'avoir d'autres propositions et d'autres solutions, mais pas celles-ci qui me paraissent mettre un peu d'huile sur le feu et surtout laisser penser à nos concitoyens que le yaka faucon c'est facile. Donc dans ce sens-là, je suis en opposition, mais je le dis clairement dans mon propre parti, ça a le mérite de la que franchise, j'ai pas envie de quitter évidemment pour autant. Voilà, je suis très bien dans ma famille politique. Oui, et bien sûr, et vous avez raison de dire qu'il faut garder la diversité au sein de LR. Diversité qui s'est un peu amenuisée. Il y a eu beaucoup de personnalités maintenant, pas seulement qui sont passées chez Macron, qui sont ailleurs, en satellite. Ailleurs ou aux aguets, ou en attente. Mais là, Virginie Calmels, la numéro 2, qui se fait remonter les bretelles dans le comité de direction de LR et véritablement très sévèrement, ça pose une interrogation sur Laurent Wauquiez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la démonstration de tout ce que raconte la presse depuis plusieurs jours sur justement cette côté trop centralisateur de Wauquiez, cette espèce de côté trop autoritaire. Et il en fait la démonstration vis-à-vis de Virginie Calmels, qui demandait juste à ce que ce tract, qui vient d'être évoqué par Jean-François Aquili, soit validé par l'ensemble de la direction. Ce qui, dans un processus démocratique, peut apparaître, somme toute, relativement légitime. Oui, mais en fait, je le dis autrement, mais effectivement, il faut éviter à l'avenir que ce genre de situation se renouvelle. Je crois que ça serait dommageable non seulement pour le mouvement, mais pour la crédibilité de la démarche que nous voulons avoir. Je maintiens que les LR doivent être un parti d'alternance et de gouvernement, et qu'on n'a pas nécessairement à crier avec les loups. On peut être ferme, on peut être carré droit dans ses bottes, et je pense l'être, tout en reconnaissant, et je le disais en début d'émission, la non-assistance à humanité en danger. Donc en fait, moi j'ai plutôt le sentiment qu'on assiste à l'explosion des Républicains finalement entre vous réjouissez pas trop vite. Une droite libérale Macron compatible et une droite réactionnaire Le Pen compatible. Et on est face à un glissement de terrain. Vers une droite la plus extrême. C'est normal qu'aujourd'hui on se pose avec les discours de Collomb, va loin dans son glissement de terrain également. Je pense qu'on a là le climax un peu d'une situation où effectivement il y a deux droites. Il y a une droite humaniste qui serait sur des questions qui serait sur des questions économiques plus libérales, et puis il y a une droite humaniste sur la loi de l'immigration, c'est pas humaniste du tout. Je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. On essaye d'avoir un dialogue qui puisse être constructif. Et une droite d'un autre côté qui a décidé de courir après le Front National. Rassemblement national, pardon. C'est le choix que j'ai l'impression qu'a fait Laurent Wauquiez. Donc moi j'ai quand même un peu l'impression qu'on est un petit peu c'est peut-être un peu les tontons flingueurs là, et l'UMP est en train de partir façon Pulse. Mais non, tous les quatre coins de Paris. Ça y est, moi j'ai un problème avec les noms. Bah non, c'est que justement nous on est la vie d'avant. Voilà, j'ai envie de lui dire il connaît pas Raoul, mais bon, ça c'est autre chose. Allez, on marque une pause. 21h40 sur France Info. L'info avec vous, Pierrick Bonneau. Haussement de ton de l'Italie après les propos d'Emmanuel Macron sur l'Aquarius. Le président français a dénoncé tout à l'heure le cynisme et l'irresponsabilité de Rome, qui refuse toujours d'accueillir le navire de migrants bloqué en Méditerranée. Le président du Conseil italien affirme ce soir que son pays n'acceptera pas de recevoir des leçons hypocrites de la part de la France, qui a, je cite, toujours préféré regarder ailleurs sur les questions d'immigration. On connaît désormais son âge et son pays de naissance, mais toujours pas ses motivations. Un homme de 26 ans a retenu pendant près
près de 4 heures ce soir 2 personnes en otage dans les locaux d'une régie publicitaire du 10e arrondissement de Paris, rue des Petites Écuries. Il a été interpellé, placé en garde à vue. Les 2 otages sont sains et saufs. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration, violence avec arme et tentative d'homicide volontaire. 2 ans et demi de prison ferme en appel pour l'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon, Michel Néret, de nouveau condamné pour corruption. Même peine qu'en première instance, alourdi de 18 mois avec sursis. Le super flic déchu a déjà passé 8 mois en détention provisoire. Et puis pour la journée de demain, 30e jour de grève à la SNCF, prévoyez 3 Transiliens sur 5, un TER sur 2, un Intercité sur 2 et 2 TGV sur 3. Notez que la CFDT cheminot appelle ce soir à suspendre la grève des agents pendant les épreuves du bac dans les trains du quotidien, les TER et les RER. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Transition toute trouvée pour parler de cette proposition de la CFDT cheminot qui a réclamé donc cette trêve de la grève intermittente pendant la semaine du bac pour éviter de pénaliser les jeunes des banlieues. C'est ce que dit le syndicat aujourd'hui pour les TER et les RER. Alors il y a des dates imprécises. Il faut donc aller voir sur le site de France Info. Alors que la grève qui doit s'échelonner jusqu'au 28 juin, eh bien elle va se poursuivre, comme l'a rappelé ce matin Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT sur BFM TV. C'est les cheminots qui vont décider en fonction des résultats obtenus, la façon dont ils réagiront. Mais pour l'instant, je vous le dis solennellement, on est loin d'une sortie de grève. Oui, on est loin, mais il faut savoir le bout du tunnel. Si il faut du concret. Il y a des questions qui restent en suspens. Daniel Simonet, est-ce que vous approuvez cette décision, cette proposition de la CFDT qui n'a pas été simple à prendre, d'ailleurs, a dit Laurent Berger? Écoutez, c'est aux organisations syndicales de décider de leurs modalités. C'est étonnant que sur cette question, vous n'avez pas d'avis. C'est aux organisations syndicales de définir les modalités de leur mobilisation. Et moi, je continue à soutenir les cheminots. D'ailleurs, ce week-end, sur les marchés, on continuait à concrètement proposer aux citoyens, aux citoyennes leur solidarité avec les grévistes. Et ça marchait très bien. On leur faisait passer une petite musique, la musique des cheminots. Voilà, on leur faisait entendre le bruit du rail. Et je peux vous dire que beaucoup d'habitants du 20e, voilà, et que je salue, eh bien, ont participé au soutien des grévistes. Oui, c'est ça, la campagne le bruit du rail, mais on l'entend pas malheureusement avec la grève. Non, c'est un soutien aux grévistes. C'est un soutien aux grévistes. Oui. Parce que vous savez, on n'a pas arrêté de dire, dès le début de la grève, le mouvement s'essouffle, dès le début de la grève, les citoyens ne sont pas d'accord. Eh bien, je peux vous dire que les Françaises et les Français sont attachés au rail. Et on sait pertinemment que la privatisation du rail est une catastrophe, sera une catastrophe, parce qu'on abandonnera les petites lignes non rentables au profit d'entreprises privées. Il n'y a pas de privatisation du rail. Quand vous mettez en concurrence le rail, c'est que vous permettrez donc à des entreprises privées de pouvoir... Mais la concurrence, c'est pas la privatisation, ne dites pas n'importe quoi. Oui, bien sûr. Écoutez, on va voir aussi toutes les annonces en ce moment qui sont faites par Monsieur Bruno Le Maire sur la privatisation, par ailleurs, se moderniser. Les aéroports de Paris, la Française des Jeux. Est-ce que sur la SNCF, moi, Erwan Balanan, aujourd'hui, vous avez remarqué que vous m'avez coupé la parole. Là, je vous ai coupé la parole parce que vous l'aviez fait plusieurs fois avant. C'est bien. Plusieurs fois avant, vous l'aviez fait. Et si je peux peut-être essayer de mettre de parler un petit peu sur ce plateau, ça serait bien aussi. J'ai pas beaucoup parlé pour l'instant. Sur la SNCF, il faut remettre un peu la réalité des choses, quoi. Nous avons un gouvernement qui met sur la table un certain nombre de points qui sont des points forts. Le statut des cheminots, pour ceux qui y sont, ne bouge pas. La dette est largement épongée par l'argent. Enfin, l'argent des Français, par l'argent des contribuables quand même. 35 milliards, ils sortent pas comme ça du chapeau. Et en plus, tous les ans, 200 millions supplémentaires sont injectés, en plus de la résorbation de la dette, pour améliorer le réseau, pour travailler sur le quotidien des Français, sur la capacité d'avoir des trains qui arrivent de plus en plus à l'heure. Moi, je ne sais pas si vous êtes... Moi, je suis un utilisateur du train pour aller dans ma circonscription, et avant d'être élu, je le prenais beaucoup pour des raisons professionnelles, depuis presque 15 ans. Et effectivement, on avait une détérioration du système, avec de la souffrance des cheminots de voir leur outil de travail de moins en moins bon. Donc,
je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur l'idée du gouvernement. L'idée du gouvernement est d'avoir une SNCF qui soit capable d'aborder les enjeux qu'elle a devant elle. Et les enjeux qu'elle a devant elle sont des enjeux d'avoir un train qui marche, un train qui répond à la demande et un train qui peut aussi non, pas la demande des actionnaires. Il n'y a pas d'actionnaires dans la SNCF. Ne dites pas n'importe quoi. La question écologique est nulle part dans ce dossier. La question écologique est nulle part dans ce dossier. Vous êtes en train de parler de la je vais vous répondre. Mais moi, je suis en train de parler des actionnaires. Je crois qu'on va vous couper. Je vais vous répondre au cœur du dossier. Pourquoi est-ce que la question écologique devrait être centrale ? Évidemment, c'est l'enjeu. Parce que l'enjeu, c'est de développer le fret ferroviaire des personnes et des marchandises. Et au lieu de cela, la mise en concurrence pour satisfaire les injonctions de Bruxelles, parce que c'est de cela dont il s'agit. Mais non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Vont faire en sorte, je vous le dis, que les lignes non rentables ferment de la même manière que les paquets ferroviaires antérieurs sur la question du transport de marchandises ont amené justement la diminution des marchandises transportées par train au profit des transports en camion. Si je peux quand même terminer une phrase sur ce plateau. Enfin, si le fret de la SNCF a diminué, c'est pas pour des raisons. Oui, et dans le même temps, la SNCF investissait dans des sociétés de camions, dans des sociétés de transport par la route. Décourager un certain nombre d'entreprises privées d'avoir recours au fret ferroviaire. Donc voilà. Oui, en accord avec les paquets ferroviaires antérieurs. C'est contre cette politique-là qu'on se mobilise. Cette politique-là, c'est pas la politique que nous menons actuellement. Vous êtes en train de décrire une politique qui est une ancienne politique. Mais vous faites exactement dans la continuité. Nous avons un gouvernement qui a décidé de mettre de l'argent sur la SNCF, 200 millions par an. Ça fait 3,2 milliards. Un ardent défenseur du gouvernement. Non, mais moi, je suis un ardent défenseur, du gouvernement, et je suis surtout un ardent défenseur d'avoir une SNCF qui fonctionne. Et la République en Je n'ai jamais vu une seule privatisation qui marchait. Mais il n'y a pas de privatisation. Quand on a recours au privé parce qu'on fait une mise en concurrence et qu'on permet à des entreprises privées qui vont prendre une partie du transport des marchandises, du transport des personnes et des voies, on a recours au privé à travers la mise en concurrence. Je vais répondre à votre question, Jean-François. Finalement, on n'y a pas répondu. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que cette grève est en voie de s'achever ? Ce qui est clair, c'est qu'au Sénat, il y a eu quand même des avancées pour les cheminots, notamment plus de protection si ils devaient se rendre chez un opérateur concurrent, ou si finalement ils devaient s'y rendre et que l'appel d'offres était perdu par la SNCF. Il y a eu des avancées parce qu'on parle maintenant de cette convention collective sur le secteur. Il est clair, arrêtons de nous voiler la face, qu'aujourd'hui, la CFDT a plutôt envie d'arrêter la grève, que on le sait parmi ces 4 organisations syndicales, et vous avez raison, qui ont maintenu un front uni un petit peu de façon miraculeuse, pour ceux qui soutiennent la grève en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Mais on voit ce front, effectivement, plus que se fendiller à travers ce que vous avez dit, Jean-François, c'est-à-dire à l'appel de la CFDT à lever la grève le jour du bac. L'UNSA était pratiquement sur cette position. Comme la CFDT le dit le premier, l'UNSA est furieux. On sait qu'il y a des élections professionnelles à la SNCF on sait très bien prochainement. Et maintenant, on peut estimer qu'effectivement, il y a un devoir de responsabilité des organisations syndicales. Comme disait Maurice Thorez, il faut savoir terminer une grève. Voilà. Bien, il est temps de la terminer, celle-ci, je pense. N'oubliez pas, 50 suicidés en 2017 à la SNCF, 50 suicidés en 2017. Si vous croyez que la mise en concurrence et la dégradation des conditions de travail à la SNCF vont améliorer la situation, eh bien jamais on en a parlé. Jamais ce gouvernement a voulu parler de cette situation de souffrance au travail à la SNCF. Je peux vous dire une chose, c'est que quels que soient les invités sur ce plateau depuis des longues semaines, à chaque fois que nous évoquons la SNCF, tout le monde s'engueule, sans discontinuer, c'est assez impressionnant. 21h50. Attaché à la SNCF. Exactement. Mais oui, voilà. Ça prouve que chacun est passionné et tout le monde aime le train. Chacun aime le train. 21h50 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Pierrick Bonneau. Une prise d'otage dans le 10e arrondissement de Paris ce soir qui a duré pendant près de 4 heures dans les locaux d'une régie publicitaire. Un homme de 26 ans, originaire du Maroc, a été interpellé. Ces 2 otages sont sains et saufs. On ignore toujours les motivations de ce forcené. Un tête-à-tête historique entre Donald Trump et Kim Jong-un et la signature d'un document de 2 pages entre le président américain et le leader nord-coréen ce midi. Un texte assez vague sur le devenir de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. À la sortie du Conseil
Conseil des ministres ce midi. Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie. Selon le porte-parole du gouvernement français, Rome déroge au droit international en refusant d'accueillir l'Aquarius et ses centaines de migrants. Réponse du président du Conseil italien, Giuseppe Conte. L'Italie n'accepte pas de recevoir des leçons hypocrites de la France en matière d'immigration. Fin de citation. Le décompte de la FNSEA des raffineries et dépôts de carburant bloqués par les agriculteurs. Ils sont ce soir au nombre de 17, un de plus qu'hier, au deuxième jour de ce mouvement contre l'importation de produits agricoles qui ne respectent pas les normes françaises. Après une réunion au ministère de l'Agriculture cet après-midi, la présidente du principal syndicat d'agriculteurs affirmait que le blocus continuait. Et puis on connaît depuis 17h le nom du successeur de Zinedine Zidane sur le banc du Real. Il s'agit de Julen Lopetegui qui prendra ses fonctions après le mondial de foot. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Voilà, c'est dans ce contexte social très tendu, n'est-ce pas, que le président Emmanuel Macron va prononcer demain à Montpellier ce discours très attendu en levée de rideau du 42e congrès de la mutualité française. Jean-Jérôme Bertolus, c'est un moment important dans ce démarrage de quinquennat. En tout cas, l'Élysée, effectivement, vend ce discours, ou disons, insiste sur ce discours en parlant d'un discours stratégique. Ce qui est clair, c'est qu'on est dans une séquence sociale importante en ce moment, qu'il y a beaucoup de réformes. Je pense à la réforme des retraites où les négociations ont déjà commencé. Je pense bien sûr à la réforme de l'ensemble des prestations sociales. Va-t-on vers un guichet unique? Et avec quelle ampleur pour ceux qui en bénéficient? Je pense à la prochaine loi PAC qui sera présentée au Conseil des ministres lundi. Et on a entendu des ministres qui disaient des choses différentes. Demain, le président de la République devrait recadrer les choses. C'est pas forcément le virage à gauche attendu par certains. Parce que tout le monde dit ça, la jambe gauche. Non, mais ça va être sa vision du modèle social et sûrement une critique du modèle social issu de la résistance de 45, le modèle social à la française. Erwan Balanant, est-ce que le président de la République doit mettre un peu plus de gauche dans le moteur ? Moi, oui, je pense qu'il y a des petites réglages à faire, mais ça, je le dis depuis le début. Moi, je suis issu, justement, on parlait du mutualisme. Moi, je suis issu d'un courant, le courant du sillon, où justement, on cherche un équilibre entre un capitalisme que l'on souhaite bien contrôler et puis cette idée sociale. Voilà. Bon, et je pense qu'il faut trouver un équilibre. Enfin, on oublie qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites et qui sont en train d'être faites en ce moment. Par exemple, le texte sur la forme. Ah bah la CSG, justement, le CSG, oui, moi je considère que c'est en partie une mesure sociale. Quand vous redonnez du pouvoir d'achat, je déteste ce terme, mais quand vous redonnez des marges de manœuvre aux travailleurs qui touchent juste le SMIC et un peu plus, et que vous leur donnez... Non, on fait pas les poches aux retraités, c'est faux. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on va pas... On peut refaire le débat. On peut refaire le débat. Les automobilistes, je vois pas le rapport avec la CSG. Les automobilistes... Bah non, sur la taxation et sur les revenus et le pouvoir d'achat qu'on leur enlève. Donc, il y a des mesures qui sont c'est une mesure redistributive, la CSG. On l'a pas dit. Dites-vous ce soir qu'il y a déjà, selon vous, je peux vous faire un certain nombre de mesures qui seraient susceptibles de séduire les électeurs de gauche. Aujourd'hui, dans le texte sur la formation, il y a un certain nombre de choses où c'est des avancées, parce que on peut pas dire que aujourd'hui la formation ça fonctionne, et la formation c'est un élément important pour les salariés et pour avancer dans une carrière professionnelle. Et il y a des avancées fortes. Fermeture des 390 CIO. Fermeture des 390 CIO. Alors les principes de la réforme de la formation professionnelle telle que le gouvernement nous la vend, soit la bonne. Vous pouvez penser qu'elle n'est pas la bonne, mais aujourd'hui, la situation actuelle, elle ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne marche pas. L'apprentissage en France n'a jamais pris. La formation professionnelle tout au cours de la vie ne fonctionne pas en France. Il y a de vraies questions qui se posent, on dit pas le contraire. On peut décider de ne rien faire. On est en train de tirer le tapis sous les régions. Philippe Gosselin, ce président, depuis un an, il parle quand même un petit peu à une partie de la droite, quand même. Les décisions devraient
globalement vous satisfaire. Moi, je veux bien qu'on nous renvoie l'allègement du code du travail. Effectivement, on l'a voté. La réforme de la SNCF, on l'a voté. Et j'invite effectivement le gouvernement à ne pas céder, mais l'affaire est quasiment réglée, puisque jeudi, le Sénat votera, et de façon définitive. Donc tout ça va dans le bon sens. Maintenant, il y a de vraies et autres questions qui se posent, évidemment, sur le régalien. Je trouve qu'on n'est pas au taquet. Les questions sociales sont de vraies questions. On peut être de droite, parfaitement de droite, et être soucieux d'une égalité des chances. Et aujourd'hui, nous nous inquiétons, et sans doute avec des motifs un peu différents de Daniel Simonet, mais nous nous inquiétons de la façon dont la réforme du social pourrait être faite en France. La formation professionnelle aujourd'hui est en train de tirer, la réforme est en train de tirer le tapis sous les régions. Je crois que c'est Laurent Wauquiez qui avait parlé du cancer de l'assistanat. Oui, et ce qui est vrai, c'est qu'on entend plutôt des ministres issus de la droite, comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, et que ça doit vous parler quand, par exemple, Bruno Le Maire parle de la prime d'activité comme une trappe à emploi. Bien sûr que ça nous parle. Donc, quand effectivement les ministres mettent en exergue le fait que le système social, pour aller vite, à la française, ne marche plus, ça doit quand même parler. La tête de chapitre ou le titre... Non, mais le titre du livre nous convient, effectivement. On a besoin de réformer. On a besoin de réformer et de moderniser notre modèle social. Non, le problème, c'est que le projet de M. Macron... La crainte aujourd'hui, c'est d'avoir en réalité, parce qu'il va falloir boucher des trous, c'est de trouver des recettes sur le dos de ceux qui en ont le plus besoin. Sauf que le projet de M. Macron, c'est de faire plaisir finalement au rêve de M. Kessler. À l'époque, il disait il faut remettre en cause tous les acquis du Conseil national de la résistance. Et sa politique du président des riches, merci Daniel Simonet, merci Erwan Balanant. Moi je parle plus fort que les autres. Merci Philippe Gosselin d'avoir été les invités ce soir de Toutes les politiques, et je remercie aussi mon cher ami Jean-Jérôme Bertolus. Je vous dis à demain soir pour une prochaine édition sur France Info.